perspective du projet du Requiem de Zimmermann que nous donnons ici à Paris, qui est rarement joué en fait, c'est une œuvre monumentale, c'est la 8e symphonie de Mahler du XXe siècle. À part que l'orchestre n'est pas si grand que ça en fait. Il y a beaucoup d'éléments dispersés dans l'orchestre. Il y a un chœur, il y a 4 chœurs, il y a un orchestre de jazz, mais l'originalité de l'œuvre, c'est en effet donc que les chœurs sont spatialisés dans le public. Il y a en plus de ça, dans cette œuvre-là, donc des haut-parleurs qui diffusent de la musique électronique et électroacoustique. Et donc c'est une vraie première, et pour la salle et pour Paris du reste. Chaque compositeur a envie de composer son œuvre magistrale, à commencer par Mozart, qui a aussi terminé par son requiem, Brahms qui a fait un requiem sublime, et Dvorak qui a fait son requiem. C'est vrai que les compositeurs ont envie de composer une œuvre monumentale qui, au fond, nous projette au-delà de l'existence. Zimmermann est très identifié par rapport à cet opéra qui s'appelle Die Soldaten, d'après Jacob Lenz, et qui est un livret qui a fondamentalement bouleversé Zimmermann, puisqu'il s'y a donné pendant une bonne partie de sa vie. Où ce qui est en jeu, c'est la question de comment la guerre écrase toutes les destinées. Mais ce n'est pas un manifeste nécessairement pacifiste, le Requiem, même s'il termine sur ces dernières paroles de la messe Dona nobis pacem, donne-nous la paix. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus personnel et probablement, enfin en tout cas que je ne sais pas décrypter, qui est lié à ça, qui est beaucoup plus autobiographique, c'est-à-dire c'est quelqu'un dont le destin a été brisé par la guerre 39-45, à mesure où il avait 20 ans quand la guerre a commencé, il a immédiatement été enrôlé, et finalement de cette guerre, il a toujours estimé qu'elle lui avait, d'une part, puisqu'en 35, quand on a 20 ans, enfin je sais pas, il est né en 18, en 38, quand on a 20 ans, on n'a absolument pas connu ni Bartók, ni Stravinsky, donc il le découvre en même temps que la génération qui le suit, celle de Stockhausen par exemple, et il estimait, j'espère que je ne trahis pas les propos dont on dispose aujourd'hui, d'avoir été trahi aussi par son âge, par la guerre, qui lui a empêché d'avoir accès à ce que la jeune génération découvre avec peut-être plus de liberté dans l'immédiate après-guerre. Il y a 3 jeunes poètes qui ont, en tout cas dans leur destin fatal, inspiré et marqué l'œuvre de Zimmermann, en tout cas qui convoquent dans cette œuvre, qui sont Essénine, Maïakovsky et puis Konrad Bayer, qui tous les 3 se sont suicidés, comme se suicidera quelques années, 2 ans je crois, après la création du Requiem pour un jeune poète, Zimmermann. C'est son avant-dernière œuvre. Savoir s'il y a quelque chose de prémonitoire, de testamentaire, tout ça, je ne sais pas si c'est... certaines personnes s'y sont risquées, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il interroge, comme le disait Michel à l'instant, de l'existence en général, et qu'il met en œuvre, en tout cas avec un dispositif extrêmement complexe de surimpression de textes, à la fois des questionnements philosophiques, mais en même temps quelque chose qui rejoint sa conception, enfin sa recherche esthétique compositionnelle à ce moment-là de sa vie. C'est notamment aussi ce qui se passe dans le dispositif électroacoustique qui est diffusé. Il y a des mouvements qui sont exclusivement électroacoustiques, et puis il y a de la surimpression avec le live, et qui utilise des discours politiques aussi bien de Goebbels, d'Hitler que de Churchill ou d'autres personnages marquants du XXe siècle. L'œuvre termine avec des slogans, des cris de manifestation aussi bien à Paris qu'à Prague, si je ne dis pas de bêtises, effectivement de mai 68. Mais l'œuvre commence aussi, si je ne dis pas de bêtises, sur un dernier discours de Dubček avant le printemps de Prague. C'est 68 aussi. C'est 68 également. Mais il y a un foisonnement de textes politiques, bibliques, comme vous disiez, et je crois qu'il y a une chose qui est notoire, c'est que c'est souvent les derniers mots de quelque chose. Il y a les derniers mots du dernier poème, qui est supposé d'ailleurs avoir été écrit avec son sang d'Essénine. Il y a les derniers mots de Molloy, du monologue de Molloy dans
dans Ulysse, je crois qu'il y a les derniers mots également de Feinegansweg, etc., etc., les derniers mots de l'Ecclésiaste dans la Bible. C'est un monde tout à fait original, tout à fait étrange, qui fait que, comme le dit Geoffroy, d'abord ça peut vous déranger, mais en tout cas qui vient de nulle part. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui n'est pas typée musique contemporaine. C'est une œuvre qui est typée quelque chose de qui est très particulière et qui donc ne peut pas ne pas séduire un public qui est dedans. Sinon, en effet, comme dit Geoffroy, il peut le déranger, il peut voir c'est une œuvre tragique, bien entendu.